Rétablissement et maintien de la paix. Les relations internationales entre 1918 et 1936. Wilson et son programme de paix en 14 points. Dès l'entrée en guerre des États-Unis, ceux-ci se battent pour défendre la démocratie. Woodrow Wilson, alors président, formule son projet en réponse à la demande des bolcheviks d'avoir des objectifs de guerre précis. Les 14 points seront présentés au Congrès et diviseront les États-Unis. C'est dans les 14 points qu'apparaît pour la première fois l'idée de la SDN. Ce sera d'ailleurs le point le plus contesté. Wilson se rendra au Congrès de la paix pour défendre lui-même ses 14 points. C'est à ce moment même qu'il prend conscience du poids des États-Unis sur l'échiquier mondial. Au final, son objectif de paix s'est réalisé, même s'il a dû faire une minime concession, soit que les Allemands soient dans l'obligation de payer les réparations et les pensions militaires. Les traités de paix de Paris de 1919 à 1920. Versailles. À la suite de l'armistice signé le 11 novembre 1918, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale entament de nombreuses négociations afin de rétablir le climat de paix. Ces négociations donnent entre autres naissance au traité de Versailles signé avec l'Allemagne le 28 juillet 1919. Les négociations du traité de Versailles s'inscrivent dans celles de la Conférence de paix de Paris. Les principaux artisans de ce traité sont Clemenceau, qui représente la France, Lloyd George, l'Angleterre, Orlando, l'Italie, et Wilson, les États-Unis. En bref, ce traité accuse l'Allemagne d'être la principale responsable de la Première Guerre mondiale et prévoit de nombreuses conséquences qu'il est possible de regrouper en 5 catégories. Les clauses économiques imposent à l'Allemagne de régler tous les frais engendrés par la destruction de la guerre. Et comme la facture est très lourde, le pays connaîtra par la suite d'importants problèmes économiques. La création de la Société des Nations. Les clauses diverses imposent toute une autre série de conséquences à l'Allemagne. Les clauses militaires prévoient une démilitarisation de l'Allemagne, pays à forte tradition militaire. Les clauses territoriales, qui amputent 15,15% du territoire allemand. On retire entre autres l'Alsace-Lorraine et le couloir de Danzig. Les Allemands restent extrêmement rancuniers à l'égard du traité de Versailles, qu'ils considèrent comme un diktat. En effet, plusieurs iront jusqu'à dire que la rancœur due à ce traité et aux autres l'accompagnant sont une des causes de la Deuxième Guerre mondiale. Saint-Germain-en-Laye. Ce traité a pour objectif de démembrer l'Autriche-Hongrie. Neuilly. Ce traité a pour objectif de mettre fin à la guerre avec la Bulgarie. Trianon. Ce traité donne naissance à la Hongrie, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie. Sèvres et Lausanne. Le traité de Sèvres met fin à la guerre avec l'Empire ottoman et donne naissance à la Turquie. Le traité de Lausanne remplace le traité de Sèvres en étant accepté par les kémalistes. Isolationnisme des États-Unis. On assiste au retrait de la garantie anglo-américaine. Ce retrait, ainsi que l'isolationnisme des États-Unis, a plusieurs causes. On peut observer un désir d'indépendance ainsi qu'une peur du communisme. De plus, les États-Unis souhaitent une plus grande neutralité afin de ne pas prendre position et n'imposer aucune limite au commerce. Cela aura toutefois comme conséquence l'échec de la SDN, mais aussi la prospérité du pays. La Société des Nations. L'idée de la SDN apparaît pour la première fois dans les 14 points de Woodrow Wilson et entre en fonction le 10 janvier 1920. Le principe au cœur de la SDN est le principe de sécurité collective. Les pays membres ont le devoir de respecter l'indépendance de chaque pays. Toute intrusion étrangère équivaut donc à une agression contre la SDN et est passible de mesures répressives. Les premières tentatives de maintien de la paix ont des résultats mitigés. En 1921, la SDN règle le conflit entre la Suède et la Finlande à propos des îles Åland. Toutefois, la même année, elle ne parvient pas à arrêter l'occupation de Vilnius et l'annexation des territoires environnants par la Pologne. En 1922, elle réussit à résoudre le problème de la Haute-Silésie qui perdurait depuis la fin de la guerre. Une nouvelle ligne de partage est tracée. En 1928, la SDN met fin aux hostilités du conflit gréco-bulgare. Par la suite, elle aura peu de succès et les échecs, toujours plus importants, s'accumuleront. Plusieurs facteurs ont causé l'échec de la SDN. L'absence de certaines grandes puissances, des sanctions facultatives, l'absence d'une force armée propre à la SDN, ainsi que le contexte sociopolitique de l'époque avec la montée du fascisme. L'ONU, qui lui succédera, apprendra de ses erreurs. La crise de la Ruhr. Les Allemands ne respectent pas les conditions imposées par le traité de Versailles. La France et la Belgique envahissent donc la Ruhr.
région très industrialisée, pour aller chercher leur dû. Cependant, ils font face à la résistance passive des Allemands. Ceux-ci refusent d'obéir aux ordres et paralysent la production. En septembre 1923, le chancelier allemand appelle à la fin de la résistance passive. Le pays est au bord du gouffre financier. En 1925, les troupes françaises et belges sont obligées de se retirer et le plan Daz est mis en place. Les nazis récupérèrent les incidents et les exagérèrent pour des fins de propagande. Locarno. L'Allemagne a un nouveau rôle, une semi-égalité qui lui permet de négocier. On ne parle plus de l'Allemagne comme une ennemie vaincue et unique responsable de la guerre. Elle fait maintenant partie de la SDN. Ses frontières sont donc aussi inviolables que celles de n'importe quel autre pays. Si le traité de Versailles avait deux faces, traité de guerre, blâmant l'Allemagne, et visée de paix universaliste comme la SDN, le traité de Locarno affirme la seconde face, le maintien de la paix. L'invasion de la Mandchourie. La politique expansionniste du Japon trouble la paix d'entre-deux-guerres par l'invasion de la Mandchourie. L'incident de Mukden, en 1931, permettra aux Japonais d'envahir la Mandchourie en faisant passer cela pour un attentat fait par les terroristes chinois. Avec un recul historique, il a été prouvé que c'était en fait les Japonais qui avaient tout orchestré. La crise d'Abyssinie. L'Italie entre en conflit en Abyssinie à la suite de la construction d'un fort à Welwel par celle-ci sur des frontières floues et mal définies. L'Italie mobilisera des troupes en Somalie et en Érythrée. L'Éthiopie, de son côté, fera appel à la SDN. Cette dernière tentera de calmer les hostilités, en vain, faute de pouvoir répressif. L'Italie envahira donc l'Éthiopie à partir de l'Érythrée, entraînant le déclenchement de la Seconde Guerre italo-éthiopienne. Mussolini annexera finalement l'Éthiopie à ses autres colonies africaines. Rise when I